Aujourd'hui, je vous donne l'opportunité de briller en société. Salut à tous, salut à toi. Aujourd'hui, au programme de cette vidéo, nous allons voir comment est-ce qu'on finance un film de cinéma. Vous allez voir que c'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire et que la plupart des gens ignorent comment ça se passe. D'ailleurs, j'ai déjà entendu des exemples comme quoi nos impôts payaient le cinéma français, ce qui est n'importe quoi, même si c'est vrai que le cinéma a des aides publiques. D'ailleurs, attention, je vais parler ici des films de cinéma, c'est-à-dire les films qui ont d'abord une sortie salle. En effet, en France, on fait une différence entre œuvres cinématographiques et œuvres audiovisuelles qui vont être les séries télé, les films qui sortent directement en VOD sur les plateformes, etc. Après, à l'exception des diffuseurs salles, on retrouvera globalement les mêmes apporteurs de capitaux à des proportions un peu différentes. Je reviens sur le terme apporteur de capitaux, ne vous inquiétez pas. Pareil pour le court-métrage, ici ça va pas être pris en compte. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires que je fasse une vidéo dédiée à la production du court-métrage en France. Ça pourrait être sympa et puis potentiellement je pense que ça va concerner pas mal de personnes qui regardent cette chaîne. Du coup, comment est-ce que va se passer cette vidéo? Alors on va d'abord s'intéresser au nombre de films produits en France chaque année. On verra combien ils coûtent et ensuite qui les finance et donc qui sont ces fameux apporteurs de capitaux. Après ça, la production cinématographique française n'aura plus aucun secret pour vous et vous y connaîtrez même parfois plus que pas mal de professionnels de l'audiovisuel. Alors comme je vais vous donner pas mal de chiffres, je vais garder mon ordinateur près de moi et vous verrez d'ailleurs des tableaux qui sont très intéressants tirés d'un rapport édité par le CNC intitulé sobrement La production cinématographique en 2020. Ce rapport a été publié en mars 2021. Alors tout d'abord, voyons le nombre de films publiés. Logiquement, en 2020, ça baisse avec le Covid. D'ailleurs, nous ici, on va s'intéresser uniquement aux films d'initiative française, c'est-à-dire les films qui ont une production majoritairement française en opposition aux films qui ont une production majoritairement étrangère. Alors, un film de cinéma, combien est-ce que ça coûte? Le devis moyen en 2020 était de 3,39 millions d'euros. Pour calculer ça, c'est très simple, on prend le budget de tous les films sortis et on le divise par le nombre de films. La courbe en millions d'euros constants que vous voyez, elle prend en compte l'inflation. Après le budget moyen, je vous propose maintenant de regarder le budget médian. Alors pour rappel, le budget médian, c'est le montant pour lequel 50% des films présentent un budget supérieur et 50% un budget inférieur. Alors, je prends mon iPad pour regarder les datas avec vous. Ici, chose intéressante, on voit que 50% des films font moins de 2,26 millions d'euros, donc 50% des films qui sont créés font moins de 2,626 millions d'euros et 25% des films créés en 2020 font moins de 500 000 euros, enfin 520 000 euros, donc voilà, qui sont vraiment des petits budgets et pourtant ça correspond à 25% de la production française et pareil, 25% de la production française font plus de 4,85 millions d'euros, donc c'est pas non plus énorme en budget, surtout comparé aux productions américaines et donc les gros budgets français, généralement c'est 15-20 millions, on sait qu'il y a 25% qui font plus de 4,85 millions, donc les gros budgets à 15-20 millions, à mon avis, il ne doit pas y en avoir plus d'une dizaine par an. Je vous propose maintenant de passer aux apporteurs de capitaux. Alors, les apporteurs de capitaux, en gros, c'est toutes les personnes qui vont apporter de l'argent au film pour des raisons diverses. En 2020, il y a eu 643 millions d'euros investis dans les films de cinéma, et là, vous voyez le nom de tous les apporteurs de capitaux qu'on va tous voir dans un instant. Je vous propose maintenant de regarder un second schéma qui sera peut-être un petit peu plus clair où on va voir le pourcentage par apporteur de capitaux d'un film en moyenne. Alors ici, on voit que c'est que des petits pourcentages, sauf les apports producteurs qui sont, si on regarde sur toutes les années, qui sont entre 28 et 38% au final entre 2011 et 2020, et tout ce qui est pré-achat télé qui sont, on va donner une moyenne de 26% sur les dernières années. Après, c'est que des petites parts. Alors, évidemment, et là, on enchaîne sur un nouveau schéma. Ensuite, les schémas vont se calmer, ne vous inquiétez pas. On enchaîne sur un nouveau schéma où on voit en fait la répartition par pourcentage en fonction des budgets. Alors, les films à moins d'1 million d'euros, les producteurs mettent quand même pas mal d'argent. Ensuite, on a tout ce qui est aide sélective et aide régionale. Et ces aides régionales d'ailleurs vont baisser, plus le budget augmente. Ensuite, la télé gagne quand même une grosse partie du budget. Ok, maintenant que vous avez à peu près une connaissance des apporteurs de capitaux et une répartition par argent en pourcentage qu'ils mettent dans un film, je vous propose maintenant de les voir un par un. Alors tout d'abord, on a les producteurs.
Comme on le voit, la part producteur, c'est la part la plus importante du plan de financement. Mais attention, ça ne veut pas dire que les producteurs ils mettent tout l'argent en cash dans le film. Déjà, la part producteur, elle est calculée comment dans ce rapport? Elle est calculée où on prend tous les autres apporteurs de capitaux, le budget du film, et on soustrait, du coup c'est la part producteur. Donc il est possible que certains financements n'aient pas été rendus officiels, comme par exemple le placement de produits. Ensuite, l'apport producteur peut être ce qu'on appelle en industrie. Donc par exemple, si jamais le producteur a une société avec des assistants de production, du matériel, il mettra ce poste dans le devis, mais il n'aura pas forcément à embaucher un salarié ou louer du matériel, il pourra directement prendre dans ses ressources. Puis aussi, certains producteurs vont mettre en apport dans leur budget l'argent qui leur est dédié. Alors je simplifie, mais imaginons qu'on a un film à 1 million d'euros et qu'il y a 100 000 euros prévus pour le producteur, ce dernier peut faire le choix de le réinvestir dans le film. Donc en fait, c'est comme s'il apportait 10%. Et ensuite, il n'est pas rare que les devis soient un petit peu plus gonflés que la réalité. Et enfin, il y a également le crédit d'impôt qui est quand même égal à 30% des dépenses du film sur un maximum de 80%. Alors il y a des petites règles, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ça aussi, c'est pris dans les parts producteurs. En tout cas, dans ce rapport, parce qu'en réalité, le crédit d'impôt reste quand même une aide publique et on a un quota d'aide publique dans les œuvres audiovisuelles françaises qui ne peut pas dépasser 50%, je crois. Donc au final, vous le comprenez, ce gros pourcentage de producteurs est un petit peu gonflé parce que y a d'autres argents que le producteur va pouvoir trouver peut-être à droite à gauche, il y a son apport en industrie de base, il y a le budget qui est potentiellement un petit peu gonflé et il y a le crédit d'impôt qui n'est pas compté. Donc voilà, le vrai pourcentage des parts producteurs, le cash qu'il met dans le film, à mon avis, est en moyenne beaucoup moins important. Je vous propose maintenant de voir les chaînes de télévision, qui est le deuxième plus gros apporteur de capitaux et potentiellement le plus gros si on prend en compte ce qu'on a dit sur les producteurs. À l'heure actuelle, la télévision, c'est le poumon du cinéma et même de l'audiovisuel français. Même si, attention, l'arrivée des plateformes, la réforme vont un petit peu changer la donne, mais ça, je vous en parle dans un prochain épisode où on va un petit peu décortiquer cette réforme qui change pas mal de choses. Bref, déjà, il faut savoir que plusieurs chaînes peuvent financer un même film. Elles mettront juste plus ou moins d'argent en fonction de leur date de diffusion, mais il peut très bien y avoir plusieurs préachats pour un même film. On peut d'ailleurs répartir les chaînes de télé en deux grosses catégories, d'un côté les chaînes payantes et de l'autre les chaînes gratuites. Logiquement, ça va être les chaînes payantes qui vont mettre plus d'argent. Pourquoi? Parce que les chaînes gratuites sont après dans la chronologie des médias. Alors là, vous voyez apparaître à l'écran une petite répartition des financements en fonction des chaînes payantes. On voit que c'est surtout Canal qui finance majoritairement. D'ailleurs, Canal, comme les autres chaînes payantes, ont des accords avec l'État et donc des obligations d'investissement dans le cinéma. Là, je vous ai mis deux extraits intéressants. Canal+ doit ainsi consacrer à l'acquisition des droits de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française, respectivement au moins 12,5% et 9,5% des ressources totales de l'exercice en cours. Quant au minimum garanti, il est fixé au moins à 3,61 € hors taxe par mois par abonné au titre des œuvres européennes, dont au moins 2,73 au titre des œuvres d'expression française. Alors, je suis pas sûr de comprendre exactement ce que veut dire total de l'exercice en cours, mais vous voyez, Canal+ a des obligations de réinvestissement en fonction de ce qu'elle gagne. Et un deuxième truc que j'ai trouvé intéressant, au moins 85% de son obligation d'acquisition d'œuvres d'expression originale française soit consacrée à des préachats. Et d'autre part, au moins 17% de ce même montant porte sur l'acquisition d'œuvres dont le devis est inférieur ou égal à 4 millions d'euros. Donc ça évite que les grosses chaînes deviennent aussi tout le temps coproducteurs et ça évite aussi qu'elles n'investissent que sur les gros budgets et du coup ça évite un petit clivage pour permettre, je ne vais pas dire à tout le monde de faire des films, mais en tout cas de lisser un petit peu la production en fonction du niveau. Je vous propose maintenant de passer aux chaînes en clair. Donc voyons maintenant la répartition des chaînes en clair en fonction de leur financement du cinéma. Sans surprise, TF1, France Télévisions, M6 sont bien devant. Je suis un petit peu surpris que de la part d'Arte, j'aurais pensé qu'il aurait participé plus que ça, mais ok. Et comme les chaînes payantes, les chaînes en clair ont elles aussi des obligations envers le cinéma. D'ailleurs, il existe deux types de moyens pour une chaîne d'investir. La coproduction,
qui permet d'investir dans le film et d'être entre guillemets coproducteur, même pas entre guillemets coproducteur, et le préachat. Et ça, le préachat, c'est uniquement acheter les droits de diffusion. Il faut savoir que la majorité des investissements faits par les chaînes sont des préachats. Pourquoi? Parce qu'en fait, les coproductions ne rentrent pas tout le temps dans leur obligation d'investissement. Comme je l'avais dit un petit peu plus haut pour Canal, ils ne peuvent pas faire que des pré-productions, ils doivent faire aussi des préachats. Étrangement, là, le tableau que vous voyez d'apparaître, il n'y a pas ce tableau sur les chaînes payantes, mais bon, tant pis. Maintenant, regardons le dernier graphique avec d'un côté l'argent en millions d'euros mis dans les films en fonction de leur budget et de l'autre le pourcentage d'investissement en fonction de leur budget. Et là, du coup, on se rend compte que les chaînes préfèrent globalement investir dans des productions à plus gros budget qui peut-être leur garantissent en théorie une meilleure audience lors de la diffusion. Ok, maintenant je vous propose de passer au SOFICA. Alors SOFICA, ça veut dire Société pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle. Alors ce sont entre guillemets des niches fiscales qui collectent l'argent auprès de particuliers qui ont pour objectif de les réinvestir dans les œuvres françaises. En contrepartie, les personnes qui investissent bénéficient d'une réduction d'impôt et puis en plus la SOFICA est intéressée aux recettes réalisées par le film. Après, comme les chaînes de télévision, elles ont certaines obligations d'investissement envers le cinéma indépendant et ça paraît logique et même louable. Il faut savoir que plusieurs SOFICA peuvent intervenir sur un même film. Ok, maintenant on va passer aux mandats d'exploitation. Alors les mandats d'exploitation, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est des mandats qui permettent à des sociétés de distribution et non de production. Alors ça peut être des sociétés de distribution salles, des sociétés de distribution vidéo ou des sociétés de vendeurs internationales qui s'occupent de vendre et distribuer, de vendre le film à des distributeurs étrangers. Alors du coup, comment ça se passe? Notre producteur délégué, qui gère la production, la boîte de production, qui en plus d'apporter de l'argent, va aussi chercher l'argent, c'est elle qui va essayer de trouver les autres apporteurs de capitaux. Donc elle va aller voir un mandataire, donc ça peut être un distributeur salle, ça peut être un vendeur international qui va donc vendre le film à des distributeurs étrangers, ça peut être un distributeur DVD, il va le voir, il dit voilà j'ai tel film, et dans le plan de financement, le vendeur international, le distributeur salle peut éventuellement mettre ce qu'on appelle un minimum garanti. Ok, bon bah, je sais que moi, en vendant ton film, en distribuant ton film, je gagnais tant, donc je te propose un minimum garanti admettons, 100 000 euros. 100 000 euros, c'est un peu beaucoup. Donc le minimum garanti, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est une avance garantie par le mandataire exploitant. Alors on va retrouver principalement 4 types de mandats. Les mandats dits groupés, qui sont en gros des bundles, qui couvrent plusieurs catégories de droits d'exploitation. Et il y a une seule somme définie pour tous les droits. Ensuite, on va avoir les mandats d'exploitation salle. Ce sont des mandats qui couvrent uniquement donc l'exploitation de la salle. Après, on a les mandats d'exploitation vidéo. Eux, ils vont couvrir l'exploitation en DVD. Et peut-être aussi, ça c'est à confirmer, l'exploitation en VOD à la demande. Je dis VOD à la demande par opposition aux Netflix et consorts qui sont des plateformes VOD à disposition et d'ailleurs qui n'interviennent pas vraiment dans le financement des films, même si encore une fois là, la réforme va changer des choses. En revanche, ils peuvent ensuite, une fois que le film a été créé, acheter les droits pour plus tard. Mais du coup, ça n'intervient pas directement dans le budget du film. Mais bon, ça, comme je vous l'ai dit, c'était avant la réforme. Oui, je tease encore le prochain épisode. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse. Dernier mandat, c'est le mandat étranger. Donc le mandat étranger, lui, il couvre l'exploitation des droits à l'international. Donc c'est le vendeur international qui acquiert les droits pour essayer ensuite de le vendre à des distributeurs, diffuseurs étrangers. Généralement, il va sur les marchés internationaux. Le marché international que vous connaissez peut-être, c'est le MIP TV à Cannes. Ok, maintenant on va passer à l'aide automatique qui vient du CNC. Alors pour rappel, le CNC, il s'autofinance via différentes taxes collectées notamment sur les billets de cinéma et sur le chiffre d'affaires des diffuseurs télé, mais aussi les diffuseurs VOD. Et donc, ce ne sont pas nos impôts qui financent le CNC. Le CNC se finance tout seul sur l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel. Donc, l'aide automatique, qu'est-ce que c'est ? C'est une aide donnée automatiquement par le CNC à certains producteurs. Elle se calcule en fonction des recettes d'exploitation des œuvres produites par des producteurs en salle, mais aussi tout ce qui est exploitation télévision et sur le marché de la vidéo. Ce que certains peuvent reprocher,
à tort ou à raison, d'ailleurs c'est pas à moi d'en juger, c'est du coup ce sont toujours les mêmes grosses sociétés de production qui vont bénéficier de l'aide automatique et le circuit peut devenir relativement fermé. D'ailleurs, on voit un 45% du soutien automatique est mobilisé par seulement 10 sociétés que vous connaissez sûrement d'ailleurs, M6 Film, Pathé Film, TF1. Ensuite, derrière, on a 30 sociétés qui, elles, vont se partager 26,3% du montant total. Et ensuite, ça s'ouvre un petit peu avec 215 sociétés qui se partagent les 32,2% restants. En 2020, l'aide automatique représentait 54,90 millions d'euros contre 75,68 en 2019. Parmi ces 54,9 millions d'euros, 15,58 millions ont été mobilisés pour la création cinématographique parce que l'aide automatique peut être réinvestie, pas obligatoirement dans le cinéma, mais dans le court-métrage, dans l'audiovisuel et dans d'autres choses. Maintenant, on passe aux aides sélectives. Alors les aides sélectives, c'est comme son nom l'indique, des aides qui sont sélectives et donc soumises à commission et donc qui ne concernent pas tous les films. Et elles sont données par le CNC, tout comme les aides automatiques. Ensuite, on a les aides régionales. Alors, les aides régionales, qu'est-ce que c'est? C'est les régions qui financent également le cinéma, mais aussi l'audiovisuel en règle générale. Ici, c'est la région directement qui paie. Donc on pourrait se dire oui, c'est nos impôts, mais en revanche, il est souvent demandé par la région de réinvestir une partie du budget du film dans la région en engageant les professionnels du coin par exemple, et puis voilà, en faisant des dépenses dans la région. Donc l'argent donné est réinvesti dans la région. D'ailleurs, cette partie de réinvestissement elle est généralement supérieure ou alors égale à l'aide reçue par la région. Ainsi, du coup, si vous avez une aide de 100 000 euros, il faudra dépenser 120 000 euros dans la région. Alors, chaque région a ses règles, ça dépend, et là, c'est plus une globalité qu'une vérité pour chaque région. A noter que pour 1 euro investi par la région, le CNC en rajoute 1. Enfin, on a les parts étrangères. Là, ce sont des sociétés de production d'autres pays qui viennent investir sur le projet avec leurs fonds propres ou alors avec des apporteurs de capitaux qu'ils auront trouvés dans leur pays. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Comme vous le savez peut-être, moi, à la base, j'ai fait des études de production audiovisuelle, donc ça me passionne un petit peu tout ce qui est financement d'un film. Dites-moi si vous voulez, si vous voulez que je continue, est-ce que vous voulez que je fasse un article sur, une vidéo sur la réforme? J'espère que oui, parce que je l'ai déjà quasiment écrite et là j'attends que les derniers textes passent. Dites-moi aussi également si vous voulez que je fasse quelque chose spécial court-métrage, et puis dites-moi globalement si ce format vous intéresse. Moi, je me ferai une joie, même si ça demande un petit peu de travail, de continuer à vous apprendre des choses là-dessus pour que vous puissiez briller en société dans les autres dîners mondains. Dans tous les cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, donnez-nous de la force, ça nous aide. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas également à vous abonner, ça aussi ça donne beaucoup de force. Et si ça vous intéresse, on propose des petits e-books à télécharger en fin de vidéo. Ici, je vous mets le guide du premier tournage. Allez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!